est guinéen? Hein? Il est guinéen? Un Guinéen, bien sûr. Non, il est ivoirien, je crois. Il y aura des papiers. Ça sera plus facile pour accéder au logement. Là, les Guinéens, c'est la cata. Il y a un espèce d'imbroglio. Enfin, alors, je sais pas, c'est peut-être pas utile de préciser ça. Alors, très rapidement, il y a un espèce d'imbroglio où les services de la DZPAF, qui sont les services de renseignement français, ont émis l'année dernière une note qui disait que tous les documents d'état civil guinéens étaient soupçonnés d'être faux. Je suis pas persuadé. Bon. Alors, ça provoque déjà un gros problème lors de ces évaluations de la minorité, puisqu'on leur demande bien souvent d'avoir des papiers. Et dès qu'il y a le moindre doute, on leur dit Guinéen, tes papiers, faux, tu t'en vas. Voilà. La deuxième chose, c'est que l'ambassade de Guinée ne délivre pas de passeport depuis plus de 2 ans. Et que, quand on a des papiers qui ne sont soi-disant pas vrais et pas de passeport pour confirmer son identité, on n'a droit à rien. Voilà. D'abord, on a des dizaines de jeunes qui sont guinéens là, qui sont passés en préfecture, à qui on a dit oui, tu auras ton titre de séjour, mais on ne te le donne pas tant que tu n'as pas ton passeport. Donc, ils n'ont pas leur carte de séjour, ils ne peuvent pas accéder au logement, ils ne peuvent pas accéder à certaines prestations. Enfin, et on n'est que dans des histoires de ce type-là. Voilà. Un titre de séjour, un document provisoire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je vois de plus en plus de titres de séjour. Il y a marqué titre de séjour sans autorisation de travail, avec AT, ce qui veut dire avec autorisation, sauf autorisation de travail. Vous voyez, ce genre de paradoxe, on met ces gamins, ils vous montrent un document où il y a marqué qu'ils n'ont pas d'autorisation de travail, sauf autorisation de travail. Et donc, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors, nous, on essaie de trouver. Bien sûr, il y a une explication, évidemment. Il y a toujours des explications. Mais c'est des titres de séjour très provisoires, à la condition qu'ils trouvent un patron qui s'engage à les employer sur la durée si c'est un CDI, bon, le titre de séjour peut être renouvelé, c'est pas obligatoire, quoi. Enfin, ils sont toujours dans une situation de précarité permanente. Ça ne s'arrête jamais. En fait, la solution quand même, parce que je crois que c'est quand même ce qui nous préoccupe, parce que quand on parle des textes, qu'on essaye de tirer des petites choses pour aider les uns ou les autres, on avance d'abord très difficilement, on tape plutôt la tête dans le mur à plusieurs reprises plutôt que de trouver des solutions, parce que la vraie solution, c'est vraiment un changement de politique. Et par rapport à ça, il y a un nombre d'associations en France qui s'occupe des migrants, qui aident les migrants, nombre de petites associations, avec grandes associations telles la FIMAD, telle Emmaüs, telle le Secours catholique, telle la RESF, j'en oublie, la Ligue des droits de l'homme, qui ont essayé de se rassembler dans ce qu'on appelle maintenant l'état général des migrations, et qui proposent 12 mesures, que je ne vais pas vous citer, mais parce que je ne les ai pas en tête, 12 mesures pour changer de politique migratoire, de façon à ce que, justement, les pays européens se rendent pays accueillants, avec aussi des aides aux pays d'où sont issus les migrants, mais aussi d'accueillir ces gens, enfin de changer complètement de politique, parce que c'est la seule et vraie solution. C'est pas en bricolant avec les textes qui sont de plus en plus répressifs, de plus en plus compliqués et qui permettent absolument pas d'accueillir qu'on pourra avancer. Et ça passe par les citoyens. Ça passe par les citoyens qui s'adressent à leur politique pour qu'ils changent de politique. Et entre autres, là, il y a une pétition par rapport à ces 12 propositions qui est en ligne pour demander justement aux élus de signer, s'engager sur ces 12 propositions. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si ces dispositions dont tu parles ne sont pas mises en place, ou d'autres qui favoriseront l'accueil de ces gens et leur intégration, et, leur accès à une formation au marché de l'emploi, on va droit à la catastrophe. On n'est pas loin d'avoir 400 000 personnes sur le territoire qui sont ou déboutées de l'asile, ou sans papier, hein, ou en cours d'une demande d'asile. Et actuellement, la France se donne le moyen de renvoyer 17% de ces personnes. 17%. C'était encore 10% il y a quelques années. Colomb est passé par là, mais Colomb se heurte aux ambassades de ces pays d'origine qui refusent de reprendre ces gens en disant « mais attendez, vous nous étranglez de diverses manières et vous nous demandez de récupérer des gens qui fuient ce que vous nous imposez. » Donc,
bien souvent, les ambassades ne délivrent pas de laissez-passer pour que les gens soient renvoyés, ce qui explique qu'on ait autant de personnes sur le territoire qui soient sans droit, enfin avec très peu de droits, parce que même sans papier, on a encore quelques droits. Moi, je suis intimement convaincu que ça va mal finir. Où vont finir ces gens? Est-ce qu'on va pas à nouveau les mettre dans des camps, les enfermer? On a déjà des camps de rétention, hein, 42 000 places également. Hein. Rendez-vous compte que c'est le même nombre de places que pour accueillir les demandeurs d'asile. On a autant de places pour enfermer les gens, familles, enfants compris. Hein. Je veux dire, on a eu plusieurs exemples cette année de familles avec enfants enfermées dans des centres de rétention qui sont rien d'autre que des prisons. Alors les cellules sont communes, partagées, mais les conditions de vie sont terribles, il ne faut pas se leurrer, avec des suicides, des révoltes régulières, voilà, qui sont d'ailleurs réprimées très fortement. Et voilà. Et... Sans parler des réseaux de prostitution, de tout le travail au noir aussi, où les gens sont complètement exploités parce que les patrons dans ce cadre-là sont complètement tout puissants avec ces personnes et ils peuvent leur imposer tout un tas de contraintes, que ce soit en temps de travail, que ce soit des salaires de misère. Et les cas ont été nombreux d'ailleurs, hein, qui ont été d'ailleurs dévoilés de traite pratiquement de personnes, d'exploitation, pas loin de l'esclavagisme dans notre pays, en France. La CIMAD estime le coût d'une expulsion à 20 000 euros. Une expulsion. Oui. Donc, vous voyez que l'argent existe. Le problème n'est pas de savoir si on a les moyens d'accueillir. C'est-à-dire que si on mettait, et là je parle que de l'expulsion, mais tout ce que l'Europe a mis, toutes les dispositions que l'Europe a mises en place autour de l'espace Schengen pour empêcher donc les gens de circuler librement. L'argent circule librement, hein, je vous le rappelle, vous le savez certainement. Vous savez aussi que les objets circulent librement. Les seuls objets qui ne circulent pas librement sont les êtres humains pauvres, puisque les êtres humains riches circulent librement également, ou presque. Hein. Il n'est pas difficile d'obtenir un visa pour aller en Afrique ou en Asie pour un Européen. Voilà. Donc, le coût de la répression est énorme. Hein. Je me souviens pas du chiffre total, global. Je sais qu'une expulsion coûte 20 000 euros. Donc, c'est pas la solution. C'est évidemment pas la solution. C'est trop cher, hein, et c'est surtout pas éthique en ce qui nous concerne. Moi, s'il y a des questions, peut-être. Pour expulser quelqu'un, il suffit pas de le cueillir. C'est la première chose, c'est qu'on cueille les gens chez eux. Parfois, on va chercher des enfants à l'école parce qu'on est très humain en Europe. On veut réunir les familles. Et effectivement, comme disait Valentin, l'enfermement des enfants donc a augmenté depuis 5-6 ans. Hein. Ça avait fortement diminué. On en est de nouveau à peu près 300 enfants enfermés. Alors, ces 20 000 euros contiennent tous les dispositifs, tous les salaires nécessaires à mettre ce dispositif en place. Ensuite, ils restent en rétention pendant un moment, puisqu'il faut que l'État français ait l'autorisation de l'État dans lequel ils veulent faire réadmettre cette personne. Donc, ça a été doublé par les lois de notre président Macron, hein, le temps de rétention, en fait, depuis 1981, c'était l'année de la mise en place de ces camps de rétention est passé de 7 jours donc à 90 jours dernièrement, avec les nouvelles lois de cette année, qui sont mises en place cette année. Donc c'est le coût de cet enfermement. Alors l'enfermement, ne se fait pas seulement en centre de rétention, il se fait aussi maintenant n'importe où. N'importe où, c'est-à-dire si ces personnes ont une résidence chez eux, c'est-à-dire que avec des interdictions de sortir, parfois de ne pas pouvoir aller chercher leurs enfants à l'école, c'est-à-dire qu'ils sont assignés à résidence avec des heures de sortie souvent très réduites. Voilà, ça se passe en France, hein, ici, ça se passe même à Saint-Étienne. Et moi, j'ai vu des jeunes qui avaient des assignations à résidence quand ils n'avaient pas de domicile dans la rue, assignés à résidence dans la rue. Donc ça veut dire que la formalisation de l'assignation à résidence, c'était qu'ils devaient aller pointer 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine à la gendarmerie ou au commissariat. Et les frais de justice qui rentrent grandement dans les 20 000 euros parce que ces gens ont quand même le droit de faire des recours.
En cas d'OQTF, d'abord à la cour d'appel, mais quand ils sont en rétention, ils ont droit à faire appel au juge des libertés. Ça implique d'avoir un avocat qui est payé par l'aide juridictionnelle, des juges derrière, des greffiers qui sont là pour organiser toute cette mascarade qui coûte un pognon de dingue, voilà, qu'on pourrait utiliser bien autrement, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions du coup, mais moi je trouve ça, d'avoir toutes ces informations, je m'étais déjà un petit peu intéressée à la question et en fait, de plus en plus, c'est révoltant. Je comprends pas comment, en sachant ces choses-là, on peut pas se fédérer et en tout cas tenter des choses. Moi, ce qui me questionne, c'est maintenant concrètement, par exemple dans la ville de Saint-Étienne, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, par rapport à ce qui se passe donc très concrètement dans la ville de Saint-Étienne, il y a l'expulsion de ce squat qui a déjà mis une quinzaine de personnes à la rue, et il y a la fin de la trêve hivernale, et on sait que dans un établissement de Saint-Étienne qui héberge justement les personnes pendant cette trêve hivernale, il y a plus de 90 personnes qui vont se retrouver sans hébergement demain matin. 90 personnes seront à la rue. C'est des familles avec enfants, c'est des jeunes adultes, c'est des publics vulnérables complètement. Et par rapport à cette situation, il y a pas mal de situations sur de militants, d'associations qui sont rassemblés et qui appellent justement à un soutien le plus large possible, parce qu'on envisage une réquisition citoyenne, c'est-à-dire d'investir un bâtiment pour pouvoir au moins dans un premier temps héberger ces personnes. Alors sûrement pas de façon pérenne parce que c'est très difficile, mais au moins pour interpeller la population, pour interpeller les politiques, pour interpeller un petit peu tout le monde, pour montrer la situation de ces gens, pour que les choses bougent, changent et qu'on ait une autre vision des migrants et que les choses évoluent, parce que c'est vraiment insupportable et intolérable. Oui, ce qui est sûr, c'est que pour comparer à ce qui s'est fait dans de nombreuses villes en France, qui ne sont pas plus grandes que Saint-Étienne, des réquisitions citoyennes, ça demande beaucoup de monde, une mobilisation importante, notamment le jour de la prise du bâtiment, de préférence un bâtiment public. Et ça exige aussi d'avoir derrière un soutien logistique qui n'est pas négligeable. Sur Saint-Étienne, je pense qu'en termes de logistique et d'organisation, on en a les moyens, parce qu'il y a d'autres associations plus connues qui sont aussi prêtes à aider, qui le font très souvent dans ce genre de situation. Le problème, c'est le nombre. Je crois qu'on est clairement pas suffisamment nombreux à être mobilisés autour de ces personnes et que nous prenons des risques en allant réquisitionner des lieux. Si nous ne sommes pas suffisamment nombreux, y en a qui ont connu des problèmes. Voilà. C'est vrai que l'action militante dans toutes les dimensions, que ce soit syndicale, que ce soit associative, que ce soit politique, est de plus en plus réprimée judiciairement, hein, et policièrement. Les cas sont nombreux de procès qui ont impliqué des personnes qui ont simplement aidé, revendiqué, et qui sont des condamnations, même avec de la prison et de la prison ferme. Vous parlez entre autres du délit de solidarité. Oui, je voulais parler de nos frontières aussi, puisqu'il va y avoir les élections européennes. Je me suis rendu il y a 15 jours dans les Alpes à Briançon pour une manifestation donc, qui a été sollicitée par les associations locales de Briançon, qui sont des associations d'aide justement aux migrants qui ont traversé même en hiver les Alpes. Il y a eu au moins un mort hein, j'ai été, moi qui suis pourtant au front ici à Saint-Étienne, j'ai été terrorisé et indigné par la violence des pouvoirs publics vis-à-vis de ces personnes vulnérables et désarmées qui traversent donc l'école enneigée en basket et des moyens déployés. La police des frontières illumine avec des projecteurs énormes la montagne et donc aperçoit le moindre mouvement. Et à côté, donc il y a les associations solidaires qui sont là aussi. Et donc c'est un peu la course entre les deux pour arriver à récupérer ces personnes.
Alors, si elles sont récupérées par la police des frontières, ils les renvoient en Italie immédiatement, sans les nourrir, d'ailleurs, sans aucun... enfin, c'est abominable. Tu arrives au sommet du col que tu dois passer pour arriver au lieu où tu penses va être protégé. On te dit non, tu repars dans l'autre sens avec tes petites baskets. Si tu as perdu une basket, on s'en fout. Enfin, on a des témoignages comme ça qui sont extrêmement nombreux, des personnes qui ont essayé de passer 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je voulais ajouter, c'est ça qui a fini de me choquer. Donc, les associations locales avaient mis sur des pancartes toutes les exactions que les personnes ont subies de la part des forces de police qui sont donc qui en notre nom donc tabassent, giflent, volent des papiers, volent leur téléphone, ce qui est leur seul outil leur permettant d'avoir un lien avec quelqu'un, avec des associations. Enfin, ils ont des numéros, on leur donne des numéros, etc. Et donc, et ceux qui aident donc les associations qui sont là, il y a des personnes qui ont été inculpées, donc enfin accusées d'être des passeurs, alors qu'ils ne font que de l'assistance à personne en danger. Voilà, c'est incroyable. Et pour finir, on est rentré par l'Italie parce que c'était plus facile, et j'ai été choqué de voir le déploiement donc de la police des frontières, puisque apparemment on est dans l'espace Schengen et on peut circuler librement donc d'un pays à l'autre, donc on ne peut plus circuler librement. C'est-à-dire que toutes les voitures qui arrivaient d'Italie pour venir en France étaient fouillées pour vérifier que personne n'est dans sa voiture ou dans son coffre un jeune migrant ou une jeune migrante pour le passer en France. Voilà, c'était un état de guerre, quoi. Voilà. Cette militarisation à la frontière italienne, elle date de 2015. Elle s'est inscrite dans le cadre du plan Alfano, qui a prévu qu'on rétablissait les contrôles aux frontières, exactement de la même façon que ce qui s'est passé en 2009 à Calais, avec les accords du Touquet, où l'Angleterre s'est mise à payer la France pour empêcher les gens de passer. Donc, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure, effectivement, Calais, c'est devenu des grillages de partout, avec des barbelés, avec des pics autour des ports, autour des accès aux tunnels, autour des ponts, pour pas que les gens dorment sous les ponts. Je vous jure que c'est un paysage hallucinant. On se croirait dans un camp de concentration géant, clairement, avec une présence policière qui est tout aussi importante. Ces dispositions, notamment celles du plan Alfano et de la remise en place des contrôles aux frontières, elles ont été faites dans le cadre de l'état d'urgence. Normalement, on arrive à au dernier renouvellement possible de ces dispositions aux frontières, notamment italiennes. Donc, on verra ce qui se passe. Mais c'est sûr que tu parles de Briançon, mais la vallée de la Roya à côté de Nice, ça fait écho aussi à cette situation à Briançon. Avec le paysan Cédric Héroux qui a accueilli des gens chez lui. Bon, mais ce qui s'est passé là-bas, c'est hallucinant. Il faut y avoir été pour le voir. À un moment, la vallée était envahie par les militaires, par les flics, par la police aux frontières. Ils avaient posté des postes au-dessus de chez Cédric Héroux pour surveiller à la jumelle ce qui se passait, etc. Lui a été arrêté je ne sais pas combien de fois et relâché je ne sais pas combien de fois. Alors malheureusement aussi condamné même s'ils continuent de se battre. Oui, non. Les forces qui sont déployées pour empêcher ces gens de venir sont extrêmement importantes. Et coûtent un pognon de dingue. Voilà. Oui, la France est en guerre, donc on est en guerre contre une armée désarmée, enfin une armée de personnes complètement vulnérables. Mais nous sommes en guerre et c'est nos impôts, enfin c'est nos votes, enfin notre assentiment qui permet de ce déploiement de violence, de brutalité à l'égard d'une population la plus déshéritée pensable, puisqu'ils n'ont plus ils sont désaffiliés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de famille autour d'eux, ils n'ont plus d'amis, plus rien, ils ont rien, ils arrivent avec rien. Et c'est contre ces personnes-là qu'on déploie des moyens impensables qui ont un coût
incroyable, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien transférer ce déploiement de force, enfin le coût de ce déploiement de force sur l'accueil. Et donc, sur Saint-Étienne, puisque revenons sur Saint-Étienne, on n'a pas les moyens de mettre à l'abri les personnes qui sont là et qui vont être de plus en plus, comment dire, alors je parle pour les jeunes par exemple, dans les nouvelles lois qui ont été mises en place, on a des gens très intelligents et très pervers qui sont des hauts fonctionnaires. Donc tout ce que la loi permettait encore n'avait pas complètement fermé. Donc ils ont rempli, ils ont plâtré absolument tout ce qu'on pouvait encore donner comme conseil aux gens pour contourner certains dispositifs. Aujourd'hui, c'est impossible. Pour exemple, lorsqu'un jeune mineur n'était pas reconnu mineur dans un département, en référence à la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous allons célébrer le 30e anniversaire en France et notamment Saint-Étienne. J'ai un peu du mal à en parler parce qu'on m'a sollicité pour y participer et j'ai pas pu accepter parce que j'ai pas envie de célébrer une convention que les pouvoirs publics piétinent à ce point. Donc cette convention ne permettait pas aux autorités de ficher ces jeunes, ni de prendre leurs empreintes. Or, les lois dites asile, immigration, les lois Macron, aujourd'hui, vont le permettre. C'est mis en place dans certains départements à titre d'expérimentation, dans l'Isère notamment. Et donc, ces jeunes ne pourront plus bouger. Ça veut dire qu'ils seront assignés à résidence là où ils seront déclarés au conseil départemental. Et s'ils sont rejetés, ben, ils resteront. Et ils seront dans l'illégalité et dans le... Tentative d'escroquerie. Pour ces jeunes qui sont refusés à plusieurs reprises, c'est-à-dire par le département à l'entretien d'évaluation, par un juge des enfants et en cours d'appel, ce qui arrive fréquemment parce que demander à un gamin de 14 ans de raconter toute sa vie alors qu'il vient de traverser les pires horreurs, bah, vous m'excusez, mais il ne se souvient pas des dates. Il ne se souvient pas de certains détails. Il y a des choses qu'il n'a pas envie de dire tout simplement, notamment les viols sur les garçons. Il y en a pratiquement aucun qui en parle. Et en fait, il y en a quelques-uns qui nous disent que si. Alors c'est une autre forme que ce qui se passe pour les femmes en Libye. Là, on les prend comme garçons de maison, où ils font le ménage, la cuisine, etc. Et puis le soir, voilà. Je ne sais plus pourquoi j'en suis venu à ça, du coup. Il y avait autre chose. Non, je voulais revenir en fait sur l'immigration choisie. Parce qu'on est dans une ville où M. Perdriau s'est engagé en 2011, 2012. Bon, bref. Il y a tout un programme qui a été créé en lien avec l'ADDCS qui gère l'hébergement et l'accueil des réfugiés sur le territoire, hein, Direction départementale de la cohésion sociale, qui se sont mis en lien avec divers collectifs dans les campagnes autour pour accueillir des familles syriennes qui arrivent de camps en Turquie ou dans les zones voisines des zones de conflit. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces gens qui arrivent, c'est des médecins, c'est des diplômés, des ingénieurs. Voilà, il y a ce type de personnes-là qui arrivent via ce type de programme. Tous les autres, on les laisse crever dans les camps, là-bas. Et il n'y a pas que des médecins, mais non, mais on remarque que c'est quand même des professions, pas tous. Pour ceux qui sont relocalisés par... bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose, parce que moi, ceux que j'ai croisés, c'était plutôt des gens bien, quoi, enfin, avec de bons bagages. Voilà. 11h passées, je crois. Oui, 11h30. Donc, peut-être pour essayer de peut-être conclure cette heure et demie de discussion. Vous avez parlé de réquisition citoyenne et je crois que ce qui ressort en fait de cette discussion, c'est qu'en fait, il faut qu'on se révèle avec chacun dans son échelle en fait des choses. Il y a besoin de tout le monde, c'est sûr. Des appels à soutien peut-être, des choses comme ça.
Il y aura très certainement une réunion qui va être improvisée très rapidement pour demain, et donc qui sera dans la perspective de cette réquisition citoyenne pour justement ameuter le plus de monde possible et avoir le plus de soutien possible. Et je crois qu'en effet, on peut diffuser cette information largement, et elle sera sur les réseaux sociaux. Il faut nous donner un mail, je pense. Que tu sois joint sur la diffusion pour que tu es derrière, toi, tu puisses relayer. Ah, je disais que on va prendre ton mail et puis que Yves te fera passer, parce que c'est souvent plus lui qui est au courant des réunions comme ça en urgence, il vous fera passer la date et l'heure. Il faut relayer le plus largement possible, bien sûr, parce qu'effectivement, si on n'est pas au moins 100 pour prendre un lieu pour héberger 93 personnes plus les 150 qui sont arrivés depuis 2-3 semaines, alors on les aura pas tous, c'est certain, mais bon. On peut tabler sur au moins 80 personnes à mettre à l'abri en urgence. Si on n'est pas 100, au moins, on n'y arrivera pas. Enfin, je pense que c'est le minimum. Oui, c'est vraiment le minimum. Et, on aimerait, enfin, parce que les 100, on n'est pas loin d'être déjà cette centaine. Et donc, c'est évident qu'il faut qu'on soit plus nombreux et puis qu'on ait vraiment le soutien des associations et des associations importantes sur la ville. Rémi, vous allez me demander ce que la vidéo, à quoi elle allait servir. En fait, là, pour l'instant, elle est diffusée en direct sur le groupe de l'école. C'est ma faute. Je voulais le partager sur un groupe de réseau social stéphanois. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais la partager sur, par exemple, un groupe comme Je ne trouve pas de nom, où il y a quand même beaucoup de personnes qui sont, je crois, investies dans sur cette page-là. Et ce que je peux faire, moi, c'est évidemment envoyer cette chose-là. Followers, on n'a pas rarement l'occasion de s'exprimer comme ça ensemble sur. C'est vrai que là c'est complémentaire en plus parce que on travaille un petit peu sur des thématiques différentes, mais on se rejoint très souvent. Hein, si on se voit toutes les semaines, quoi. Hein, clairement, je crois que voilà. Bon, que dire de plus? Sinon. Plus une remarque qu'une question vraiment, mais il y a des études qui disent aujourd'hui que d'ici 2050, une personne sur 5 dans le monde sera dans une situation de migration. Vous disiez déjà que l'Occident est notamment responsable des situations de ces pays-là pour des questions de on arrose les dirigeants, pour des questions de on provoque des conflits et puis on laisse ensuite gérer la merde que nous-mêmes on a créée. Donc il y a toutes ces questions-là, mais il y a aussi les questions aujourd'hui de climat et d'environnement, et justement on dit que dans le futur ça va être de pire en pire, et que c'est aussi ce que nous on crée aujourd'hui comme pollution, comme déchets, etc., qui va entraîner des problèmes à l'autre bout du monde, dans les endroits les plus pauvres et des pays qui sont le moins responsables en fait de ces modifications climatiques. Et en fait, c'est amené à être de plus en plus important. Et c'est des problèmes qui se posent déjà aujourd'hui, qui se posent de plus en plus et qui sont amenés à se poser de manière exponentielle. Et juste, je trouve que c'est très important aujourd'hui d'en parler et surtout de penser que la politique doit changer en profondeur, puisque le monde est en train de muter en profondeur aussi. Et voilà, merci d'être là, et je trouve que c'est très intéressant et très important aujourd'hui dans l'urgence, mais aussi à long terme, et de penser les deux de manière articulée, et je pense que c'est ce que vous faites, et voilà. Les migrations, ne serait-ce qu'écologiques, représentent 250 millions de personnes d'ici 2050. Ça, c'est une réalité, et c'est des études. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment si ça sera beaucoup plus ou un peu moins, mais en tout cas, les études qui se basent sur les zones qui vont être inondées d'ici 2050 sont quand même relativement fiables en termes de nombre de populations. Alors après, c'est toujours la même chose. Où iront ces populations? On ne sait pas. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la France, en tant que puissance industrielle et économique, a besoin de 250 000 personnes par an
de nouvelles personnes, de nouveaux arrivants, pour pouvoir continuer à faire tourner ces usines, etc., ou avoir du monde dans les emplois les plus basiques et les plus durs. 250 000 multiplié par, on est en 2020 bientôt, multiplié par 30, on n'est pas loin des 40 millions de personnes. Donc là encore, l'effort, il sera pas. Si la France est capable de prendre 40 millions de personnes pour satisfaire ses propres besoins en termes de besoins économiques et industriels, comme je viens de le dire, pourquoi d'autres pays ne pourraient pas le faire? L'Allemagne est un pays qui a des gros soucis démographiques, l'Espagne aussi. Je crois que le Portugal n'est pas non plus en très bonne lice sur le fait que sa population est vieillissante. Donc c'est tous des pays qui devraient pouvoir accueillir facilement. Et il faudrait, ouais, voilà, tout l'enjeu va être de sortir de ces politiques xénophobes et excluantes. Voilà. Sur la question des migrations, alors on aime bien sérier et différencier les migrants en termes de migrants économiques, climatiques, etc. Mais la plupart des migrants dits économiques sont des migrants climatiques déjà, parce que le changement du climat a fait des dégâts, des ravages en Afrique déjà. Nous, on voit des jeunes dont les parents étaient paysans et qui plantaient du riz, par exemple, au Mali, mais plus aujourd'hui, parce qu'il ne peut plus au Mali que le Sahel se répand. Enfin bon, c'est pas en 2050 qu'il y aura des réfugiés climatiques, c'est aujourd'hui déjà. Alors ensuite, sur la question politique de la question des migrations, œuvre aujourd'hui, mais dans le mauvais sens, de manière réactionnaire. Alors, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, c'est pas le terme d'aujourd'hui, mais en tout cas, tous les partis politiques se servent des migrants parce qu'ils n'ont aucun projet politique. Est-ce qu'il y a un seul parti politique qui a pris le pouvoir en France sans brandir la question migratoire? Je n'en connais pas, mais jamais dans un terme de politique, en termes de politique comme vous l'avez exprimé, c'est-à-dire une politique à long terme dont il faut se saisir et de manière, non, je ne sais pas quel qualificatif, de manière, comment dire, pragmatique. Pas le pragmatisme des économistes, mais ça a lieu aujourd'hui. Pragmatisme, pour moi, c'est pas de dire il faut refouler, ils sont là. Ils sont là, donc il faut s'en occuper. Il y a un problème climatique, c'est déjà le cas. C'est pas de dire en 2050, il va falloir se penser pour 2050. C'est aujourd'hui qu'il y a un problème climatique, voilà, etc. Donc, quel parti politique, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est interroger ces personnes qui souhaitent prendre le pouvoir, on ne sait pourquoi d'ailleurs, enfin on peut s'en douter, mais en tout cas qui ne veulent pas mettre en place une politique intelligente et pragmatique par rapport à cette question qui est à l'œuvre. Toutes les questions sont à l'œuvre aujourd'hui. Il n'y en a pas une qui n'est pas à l'œuvre maintenant. Et c'est aujourd'hui qu'il faut y penser. Bon, et ben merci beaucoup d'être venu à la table des négociations du coup et on fera passer du coup toutes les infos de cette réquisition citoyenne et on vous partage du coup la vidéo et on partage la vidéo à un maximum aussi de personnes pour que ces choses-là soient connues en fait de tout le monde aussi. Taguer, nous l'envoyer sur nos pages respectives. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup.